principe, c'est de présenter une DIDT, donc un prélèvement des deux tendons, plus la ténodèse latérale. Vas-y, tu peux avancer le diaporama. Donc d'abord le cas clinique suivant, diapositive suivante. Il s'agit d'un genou droit chez une patiente de 31 ans. Elle est chercheuse en neurosciences, elle était sur Boston aux États-Unis. Et elle pratique divers sports pivots, donc le rugby, le karaté, le ski, sur des intensités de compétition. Elle a une rupture en juillet 2013, qui est passée en fait non diagnostiquée, c'était aux États-Unis. Elle a une entorse. Ça veut dire qu'aux États-Unis, ils ne font pas le diagnostic de rupture du croisé? Ça veut dire que pour diverses raisons, le diagnostic n'a pas été fait d'un douleur craque gonflement secondaire, avec sensation d'instabilité. Ils ont imaginé que c'était une entorse simple. Il n'y a pas eu d'investigation complémentaire. Du coup, elle a repris ses activités, mais à la reprise du sport, évidemment, il y a eu quelques épisodes d'instabilité, notamment sur le karaté, associés, ce qui n'était pas existant, à des douleurs de l'interligne. Donc là, on pouvait suspecter déjà que son instabilité avait entraîné en tout cas, des lésions méniscales internes dues à son instabilité. Donc quand je la vois, évidemment, je fais le diagnostic. Alors, juste une seconde. Vous voyez la fiche synthèse de score. C'est une fiche qui sont de tous nos patients opérés. En préopératoire, ils vont remplir ces scores fonctionnels. Vous voyez le score IKDC subjectif. Si vous arrivez à lire, il est à peu près à 65%. Le COUS, qui est un autre score qualité de vie. Le LISOM, le Teijner et la SEL-RSI, qui est un score de sensation liée à l'activité sportive et qu'on appelle un score de reprise du sport. Et vous voyez qu'en préopératoire, chez elle, il est parfaitement faible parce qu'elle ne peut pas pratiquer son activité sportive. Il est à 38%, sachant qu'au-delà de 80%, on peut pratiquer son activité sportive sans se poser de questions. En étant plus simple sur le RSI score, c'est une appréciation fonctionnelle par le patient, dans sa tête, comment il ressent son genou s'il reprenait le sport. Est-ce qu'il a confiance, pas confiance, à travers un certain nombre de questions. Et là, visiblement, cette patiente n'a pas du tout confiance en son genou si elle reprenait le sport. Voilà, tout à fait. L'impact psychologique de la lésion en termes de reprise d'activité sportive. Anna. Tout à fait raison. Donc voilà, diapositive suivante. Le genou gauche, lui, il n'y a rien, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'atteintes bilatérales, et notamment chez les jeunes femmes, il y a jusqu'à 40% d'atteintes bilatérales, voire 60% dans certains sous-groupes de moins de 18 ans notamment. Sur le plan clinique, elle fait un 64-61 kg, elle a un valgus physiologique et un récurvatone de 15 degrés à peu près. Sur le plan dynamique, quand on lui fait faire un drop test, il y a un valgus dynamique évident, bilatéral d'ailleurs. Elle a une petite amyotrophie du quadriceps, tout à fait légère et qui a nécessité de toute façon, comme on le fait systématiquement, une rééducation préopératoire. On a une laxité antérieure, vous voyez le Lachman, le test de Lachman est à 3 croix même chez elle. Un ressaut rotatoire explosif, calibreur, et des examens d'imagerie qui montrent une laxité antérieure, qui confirment la laxité antérieure. 7,7, on fera 5,7,7. Avec un delta à 25 kg, c'est-à-dire 250 newtons, de 10,9 mm, pour une normale considérée inférieure à 3. C'est-à-dire que sur les télos, on voit les mesures à 25 kg. Si la différentielle est inférieure à 3, c'est presque physiologique. Si la différentielle est entre 3 et 6 mm, on considère que c'est pathologique et probablement des lésions incomplètes. Au-delà de 6 mm, c'est une rupture à 10 mm, ça fait partie pour nous des laxités importantes. Le GNRB que vous voyez ici a des valeurs, lui, intéressantes à 134 et 200 newtons, les valeurs étant inférieures à 1,5 mm à 34 newtons. Et là, elle est à 4,7. Et vous voyez qu'à 200, elle est à 5,4 pour une valeur normale inférieure à 1,9. À l'examen IRM, je vous montrerai après, mais en gros, il y a un LCA ancien a priori, puisqu'il n'y a pas d'œdème osseux, juste une lésion avec une rupture complète du croisé, et une lésion méniscale interne que nous verrons à l'arthroscopie. Les autres scores subjectifs, donc vous voyez IKDC 62-38. Diapositive suivante. L'indication chez elle. Alors, on retient 4 indications chez le patient qui a une rupture du ligament croisé. La première, évidemment, reste l'instabilité.
Et dans son cas, on l'a bien vu que à la reprise des activités, ce n'était pas possible. Alors on peut se poser la question, si elle avait bénéficié correctement d'une rééducation, est-ce que quand même elle aurait pu être stable? Serge, qu'est-ce que tu en penses dans ce cas-là? Est-ce que tu crois qu'on aurait pu lui proposer un traitement rééducatif, diagnostic fait en première intention? Qu'est-ce que tu aurais fait toi à ce moment-là? Tu vois, elle a 30 ans, elle se fait un croisé. Oui? Croisé antérieur, 30 ans, sportif au contact, sportive non professionnelle, c'est elle qui choisit le moment de l'intervention. D'accord. Donc toi, dans son cas, avant l'instabilité, tu aurais préféré lui proposer une stabilisation en première intention? Oui, à cet âge-là, oui. Je partage ton avis, mais ce qui est aussi très intéressant dans son dossier, c'est que la lésion méniscale probablement n'existait pas. Et que son instabilité a engendré une lésion méniscale interne, et vous voyez, pas très longtemps après, hein, dans l'année qui a suivi. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant de bien noter ça. Chez elle, donc, l'indication, il y a l'instabilité, on vient de le dire. Il y a la lésion du ménisque, qui est une lésion instable et qui nécessite un traitement, et symptomatique. Il y a l'activité sportive, tu viens de le dire. Elle, l'âge, en fait, on s'en fout un petit peu. Je mettais ça parce que vous savez que chez les jeunes, et difficile de dire à quel âge on est encore jeune ou vieux pour le ligament, mais en tout cas, avant 20 ans, c'est sûr dans les publications, il faut stabiliser un genou. Quelles que soient les lésions associées, quelle que soit la pratique sportive, parce que l'on sait qu'il y aura des lésions importantes. Et je ne parle pas du problème pédiatrique qui est évidemment nécessaire de stabiliser. Diapositive suivante. Donc la technique, ça consiste à un prélèvement des IDT. Il faut faire au moins 4 brins, on le sait, pour des raisons mécaniques évidentes. La technique, c'est un in-out, une voie antéromédiale, on le verra. La fixation corticale au niveau du fémur et une fixation par vis au niveau du tibia. Voilà, pourquoi j'utilise des tunnels in-out, c'est parce que ça ne me pose pas de problème de positionnement. Il faut juste mettre en flexion de genou. La voie antéromédiale, parce qu'il ne faut plus du tout utiliser les voies transtibiales, ça c'est démontré, c'est évident. Et sur le plan de la fixation corticale, j'utilise une flexion corticale parce qu'elle me donne la meilleure rigidité et que sur les études biomécaniques, c'est celle qui assure la meilleure tenue. Le plus important finalement, c'est l'enjeu au niveau de la vis tibiale, puisque c'est là le point difficile de la fixation des IDT. Et je choisis la fixation qui a démontré sa supériorité sur les autres, c'est-à-dire une fixation par vis d'interférence, plus ou moins associée. On peut peut-être commencer. Diapo suivante. On va avancer un peu. La ténodèse latérale. Alors, c'est l'intérêt aujourd'hui de la discussion. Fémur, ouais, non. Crochet, s'il te plaît. Donc, la fixation, la ténodèse latérale, pardon. En gros, moi, dans mon exercice, c'est 30 à 50% des patients. On retient globalement, en France, que dans les reprises, dans les ténoses supérieures à 1 cm, dans les ressauts explosifs, c'est une bonne indication. Moi, j'associe à ça le joueur professionnel, les plus de 100 kg, et ça j'en ai quelques-uns quand même beaucoup. Les sports à haute énergie, alors le rugby, moi, c'est un peu mon dada. Évidemment les judokas et les handballeurs. Le taekwondo, pour faire plaisir à Xavier. Et puis également la danse, qui pour moi nécessite de toute façon un contrôle rotatoire externe. Et puis il y a une chose qu'il faut bien tenir, c'est les facteurs de risque de récidive. Pourquoi? Parce qu'on imagine que cette technique permet de protéger de la récidive. Et vous savez que les plus à risque, c'est les femmes de moins de 20 ans, avec des valgus. Donc ça peut avoir un intérêt. Ça améliore le contrôle rotatoire, ça améliore la reprise du sport en termes de délai et de niveau, ça a été démontré dans les études à SFTS notamment. Ça diminue le risque de récidive, ça c'est en cours d'étude. Mais j'ai pris un exemple, la dernière année, sur les 30 dernières reprises de ligamentoplastie que j'ai fait, il n'y en a qu'un seul qui avait bénéficié d'une ténodèse latérale ou un geste extra-articulaire. Il y en a 29 qui ont rompu que sur une plastie intra-articulaire. Et on le voit dans notre expérience, qu'il y a clairement beaucoup plus de ruptures sur des patients qui ont juste des plasties intra-articulaires. Et l'autre élément très intéressant, on en parlera à Marcoussis le 20 juin à la journée des kinés du sport, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue anatomique, on sait qu'il se passe quelque chose. Vous connaissez tous la fracture de second au niveau du plateau tibial antéro-externe, et que donc l'intérêt du ligament antérolatéral aujourd'hui revient à l'ordre d'un point de vue anatomique, et qu'on est en train de se rendre compte que cette sténodèse latérale remplit le rôle de ce ligament antérolatéral qui peut être rompu. J'ai bien écouté tout ce que tu as dit, je souscris complètement sur les indications de la plastie de retour, et en particulier sur ce que tu dis sur le ligament antérolatéral et le ligament de second. Il y a juste un point sur lequel je suis un tout petit peu plus réservé, Dis-moi. c'est quand tu dis que ça diminue le risque de récidive.
Oui, c'est vrai un peu, mais d'un autre côté, les ruptures du croisé antérieur, et c'est vrai aussi pour les ruptures de plastie, surviennent dans l'immense majorité des cas en valgus, flexion, rotation externe. Et je ne vois pas comment la plastie antérolatérale pourrait contrôler le risque de rotation externe. C'est la plastie où le croisé antérieur vient se casser sur le bord antérieur du condyle latéral. Et là-dessus, le retour externe n'a pas de rôle d'efficacité véritable. Je vous ai montré le compartiment externe, le tendon poplité, vous voyez qu'il n'y a pas de lésion. C'est le meilleur moment pour voir le croisé antérieur. Le croisé antérieur ici est en nourrice, et vous voyez ici cette nourrice, c'est un croisé, je vous rappelle, qui a été rompu il y a longtemps, et on voit qu'il n'est plus du tout inséré sur cette partie du condyle latéral. Et c'est la meilleure position pour le voir. Je suis complètement d'accord. De toute façon, l'adjonction d'une plastie de retour externe augmente l'efficacité sur l'instabilité rotatoire. Le marchepied, et elle augmente la performance en stabilité en rotation, ça c'est incontestable. Alors c'est pas démontré encore, hein, je te dis sur le plan de la récidive. C'est la prochaine étape en termes de démonstration clinique. Alors là c'est intéressant. On est sur donc, je vous ai dit la lésion ménisque interne, et vous voyez parfaitement bien la lésion du ménisque médial. La question qui se pose, c'est est-ce que j'ai intérêt à la suturer ou pas intérêt à la suturer? Alors vous allez lire partout qu'il faut suturer ces lésions, hein, bien entendu. Il faut les suturer, mais moi je les suture que quand ça marche. 3 facteurs. 1, l'âge, moins de 20 ans, facteur de bon pronostic. Si on a plus de 30 ans, c'est un facteur de mauvais pronostic. Vous voyez que 30 ans, c'est un peu jeune. Je vais aller garder en fait juste derrière s'il n'y avait pas de lésion au niveau de la synoviale, et il y a une petite lésion synoviale. D'accord. Deuxième élément, est-ce qu'elle a plus de 3 mois? Et sa lésion, elle a quasiment 1 an. Et dernier élément, est-ce que c'est interne ou externe? Elle est ménisque interne, elle a plus de 30 ans. Serge, tu fais quoi là-dessus? Je sais, hein, je connais ta réponse, mais... Exactement, tu moi connais la je mienne? suture de manière délibérée, quels que soient les critères. Même si toi, tu vas enlever. Allez, tu veux que je te fasse plaisir, hein? Moi, ça ne me dérange pas de le suturer, c'est plus rapide. Hein. Mais en pratique, si tu veux, moi, dans ce cas-là, je sais que ça ne tiendra pas. Parce que je suis sur un tissu de très mauvaise qualité et que j'ai pas envie de la réopérer dans 1 an et que j'ai envie simplement de la soulager. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, je diverge, et on le sait très bien tous les deux, et je préfère la soulager, ne pas l'avoir à la réopérer secondairement. Parce que je sais que ce sera un échec. Après, on peut se poser la question, tout simplement, si tu veux, de savoir s'il y a une partie qui pourrait quand même être suturée et une partie qui pourrait ne pas tenir, hein, bien sûr. Mais dans son cas, je peux te dire que pour moi, je ne vois pas comment je pourrais arriver à lui proposer quelque chose de comme ça. Donne-moi un face fixe, juste pour montrer. Oui, mais parce que peut-être que le système de suture que tu Je partage ton avis. Est peut-être pas idéal. Je vais vous montrer le système de suture. Hein. Ça va vous permettre de voir pourquoi, effectivement, tu as raison. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les outils pour faire des sutures de bonne qualité. C'est méconnaître l'histoire de la chirurgie du croisé antérieur. Je pense que surtout, ce qui aurait été bien, c'est une bonne prise en charge diagnostique. Moi, par contre, je ne peux pas dire que je ferais mieux si je fais sa suture. Donc tu vois, aujourd'hui, elle a un ménisque qui est guéri pour moi. Le face fixe, je reviens sur les vieux systèmes de suture à double canon avec du fil type Vicryl à 3 francs 6 sous. J'en profite pour montrer la rotule. Excessivement bien par rapport au prix démesuré des implants de suture méniscale. J'ai normalement un ancillaire. Oui, mais je vais l'avoir. Oui. Et c'est dans le pouce-nœud avec le pouce-nœud. Voilà, c'est ce système de fixation. Vous voyez, maintenant, je l'ai enlevé, donc ça n'a plus d'intérêt. Mais c'est les systèmes d'ancrage qu'on utilise habituellement. On va piquer le ménisque ici, le piquer ici, faire 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. C'est ce qu'on aurait fait dans le cas d'une suture. En revanche, là, j'ai choisi, à mon avis, et pas qu'à mon avis, le bon sens. On va faire la visée fémorale. Vous voyez, on se met sur le condyle latéral. Attends. Voilà. Alors la discussion de la visée est intéressante. Soit on peut être très over the top en allant chercher ici. Alors j'ai pas de retour vidéo, juste pour ça que je me suis interrompu. Je sais que je suis bavard là, mais...
Donc on peut se faire des visées un peu comme ça, vous voyez. Alors vas-y, envoie la broche. Vas-y, on y va. Parfait. Alors ça, c'est un peu, voilà, très important. Si on est en flexion, pourquoi? Pour aller le plus postérieur possible. Parce que si jamais on est en extension, on va viser comme ça, on risque de casser la partie postérieure du condyle qui est concave. Et donc je me mets bien en flexion dans cette position-là. Et voilà. Donc là, pour moi, c'est... Vas-y. Alors c'est assez simple parce qu'il reste quand même des fibres du ligament croisé antérieur. Donc il suffit quand même de se repérer sur la zone qui est dénudée, même si chez elle, c'est un exemple un peu particulier où il n'y a vraiment plus rien du tout au niveau fémoral. J'utilise un système de fixation corticale qui permet donc, dans un premier temps, il est nécessaire de effondrer la corticale. Donc j'utilise une première mèche. Cette mèche, vous voyez, on est à 40 à peu près en butée. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, je suis à 40, vous voyez que ces petites, voilà, 50, 45, 40, hop, je franchis la corticale. Moi, je le sens très bien. Avec une première mèche, j'utilise une seconde mèche au calibre de la greffe. Entre les deux, je considère qu'il faut au moins 15 mm d'écart. Si j'ai une greffe de 9, si j'ai une greffe de 7 par exemple, il faut au moins 5 mm. Et en gros, globalement, j'utilise 5 jusqu'à 7 et après j'utilise du 6, que ce soit une greffe de 8, 8,5, 9, 9,5, etc. On a la chance d'avoir un ancillaire qui me permet aussi de systématiquement ajuster mes tailles en demi-taille pour favoriser mon press fit. Vous voyez là, j'ai une taille de mèche qui est un peu supérieure, on voit beaucoup moins bien, c'est normal. On ford le genou, c'est pour ça qu'en post-opératoire, ils sont nécessairement gonflés. Donc là, par exemple, on est à 30. Moi, je triche toujours en fait, je vais 35, ça ne me dérange pas. Voilà. On a la chance d'avoir des mèches de super qualité qui permettent d'avoir un forage très précis. Et vous voyez, donc là, je vais retourner un petit peu en arrière. On voit l'échancrure, le croisé postérieur, ma visée. J'en profite tout de même pour nettoyer un tout petit peu, parce que je considère que, comme dit Nicolas, derrière, il y a une petite poubelle qui s'est faite. Et c'est très désagréable d'avoir des réactions de ce type. Donc là, voilà. Qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais vérifier que la partie postérieure n'est pas effondrée. Donc juste à cet endroit-là. Voilà. Là, je vous le montre pour débrider. On va voir ça. Et vous voyez que la corticale postérieure est parfaitement respectée. On va utiliser notre viseur tibial. Je me mets en extension, proche de l'extension, parce que je pense qu'on voit mieux comme ça, notamment les problèmes de conflit. Voilà. Un viseur où la marque laser va être le repère. Mon repère, c'est l'épine médiale ici. Il faut que je sorte juste ici. Et voilà, parallèle. Ça, c'est Serge qui me l'a appris. Ça marche très bien. Vous voyez, là, je ne suis pas en flexion. Je suis proche de l'extension. Donc, je vais avoir une idée, si vous voulez, à la sortie de broche, savoir si je peux avoir un conflit ou pas. Voilà. La partie interne, on se balade en attendant d'avoir la broche qui monte. Ça se passe en avant. Alors, j'ai des petites coupures de temps en temps. Alors, vous voyez, là, il va me rester une petite partie. Tu vas me donner... Ouais, tu vas me donner 6, 7. Ouais. Soit je retire la broche un peu plus latéralement. Et en fait, pour des raisons techniques, à l'entrée, on n'aura pas forcément quelque chose de bien, puisqu'on a déjà effondré la corticale. Soit on utilise un méchage progressif. Et à mon avis, c'est la meilleure des solutions. C'est-à-dire que là, je vais mettre un premier méchage à 6. Je vais tricher un petit peu, parce que je vais être un peu plus latéral. Et puis je remècherai à 7 par-dessus. Je ne veux pas finir dans le plateau tibial, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je force un peu. Ma mèche s'est arrêtée parce que... Voilà. Là, je suis juste au bon endroit, je pense. Et là, j'ai triché un petit peu. Voilà. On remet la broche de manière à pouvoir... Broche, mèche. Broche, broche. Merci Marie. Est-ce qu'on peut faire un petit plan? Non, c'est bon, on va rester comme ça. On le fera après. Alors, la petite broche qu'on remet. Vous voyez, j'ai ce que je veux. C'est-à-dire que mon rebord de l'épine médiale est juste là. Et je vais sortir là-dessus. Et quand on fait une radio de contrôle, c'est la première chose que je regarde. Juste où je sors. Au niveau tibial. Voilà, là, vous voyez, il n'y a pas un énorme écart. Mais je triche encore un peu pour aller... Voilà, depuis médial. Je pense que la meilleure vision qu'on ait, c'est de se positionner comme ça et d'avoir les deux espaces, le condyle latéral,
le condyle médial. On fait forcément des débris. De temps en temps, on a des débris antérieurs qui nous gênent un petit peu. C'est le moment de les nettoyer maintenant avec le système de shaver que vous connaissez. Je fais attention à préserver des fibres, mais vous voyez que chez elle, hein, malheureusement, ayant eu le délai entre la rupture et le délai où je l'opère est assez élevé. Et donc, il y a des fibres qui sont peu importantes en termes de résidus, quoi. Voilà, on nettoiera tout ça, bien entendu. L'orifice tibial, alors une petite voie, on va voir en dehors, s'il vous plaît, du genou. Si vous voyez, d'accord. Sur le plan pratique, on va nettoyer cette partie-là, tout simplement de manière à pouvoir correctement ascensionner le transplant. Je le fais systématiquement au-delà de calibre de 8,5. Et sur les petits calibres, c'est généralement propre, il n'y a pas de souci particulier. Mon orifice tubial est ici, pas disséqué, phare à bœuf. Voilà, c'est un petit temps supplémentaire. Mais je pense que c'est intéressant parce que de temps en temps, on a des accrochages. Comme on... S'il te plaît. Aspire, s'il te plaît. C'est un temps supplémentaire, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on a de temps en temps des petits blocages, et en fait, c'est juste à l'orifice d'entrée. Donc il suffit de nettoyer juste ici, et puis on va se mettre dans les meilleures situations. Oui. Merci. C'est un moment très intime, je le reconnais fortement, mais qui me permet d'être sûr. Voilà, aspire bien. Ok, c'est bon pour moi. Allez. Donc là, maintenant qu'on a fait nos 2 tunnels, on va faire du super simple. On fait un shuttle relais, c'est-à-dire qu'on va mettre une broche là-haut avec un fil repère. Cette broche, vous avez compris, utilise alors, le trajet du tunnel, juste légère extension. Merci. Flexion. Voilà, elle est transfixiante. C'est la petite cicatrice que vous voyez en haut, hein, des genoux. Vous voyez, c'est là où Maryse attire ma broche. La petite cicatrice que vous voyez de temps en temps avec juste un pansement, mais pas de stéristrip, on met rien de spécial. Elle nous permet... Voilà. Maintenant, on reprend le fil en dessous. Ok, merci. Et vous avez compris que de l'extérieur, on va tirer sur cette partie-là pour le faire monter du bas vers le haut. Vous voyez, au niveau de l'orifice tibial. Voilà, au niveau de l'orifice tibial et au niveau de l'orifice fémoral. Je te laisse ascensionner. Là, le système de fixation, c'est un endobouton. Voilà. Va doucement là. Vas-y, monte. Montre-nous l'endobouton. Oui, donc là, on va faire doucement, gentle. On va montrer la petite plaquette. Alors, la petite plaquette, vous voyez, elle est là. Hein, c'est l'endobouton classique de référence qui nous permet de fixer au niveau cortical. Vous voyez, la plaquette, elle va remonter verticale. Et si tu actionnes le filet vert, tranquille, voilà. Voilà, vous voyez comment on va la bloquer? Exactement, voilà, c'est ça. Donc là, elle utilise le fil tracteur qu'elle a l'habitude d'utiliser. On monte le transplant et il doit être fixé. Donc maintenant, moi, je tire. Vous voyez que la tension, elle est faite en haut. Évidemment, Maryse a une très grande expérience, donc ça marche à tous les coups. Là, je sais que ça fixe parfaitement bien. C'est une fixation qui nécessite un cyclage pour mettre en tension la greffe. Dans la littérature, il faut faire entre 20 et 50 cyclages. C'est pour ça que j'ai choisi le numéro 22, c'est un peu entre les deux. Et donc, je mets en tension. Ça me vérifie un peu l'isométrie ou l'anisométrie. Hein. Je vérifie que j'ai une extension complète, hein, d'accord. Et je fais 22 mouvements. C'est un petit moment sympa. Ça permet de faire un peu de sport dans la journée. Et ben, je crois que c'est bon. 7. Allez, yo, c'est bon. Alors maintenant que j'ai en bas, vous avez bien compris, la fixation est faite là-haut. Je vais arriver ici, je mets une vis et puis c'est fini. Je te laisse prendre le phare à bœuf. Est-ce que tu as la broche? Ce qui est intéressant, et ça j'aime bien dans les fixations de greffe courte, nous on va avoir une fixation où, si vous voulez, il y a un tunnel, on passe la greffe et on va écraser la greffe.
Dans la fixation que vous avez vue avec Nicolas, notamment le TLS et le All-Inside, on n'écrase pas nos greffes dans nos fixations. Ça, c'est vraiment un intérêt qu'ils ont dans les greffes courtes. Donc si tu veux, en pratique, là par contre, on va écraser la greffe. J'utilise pas une vis métallique, même si c'est de très très bonne tenue. J'utilise des vis biorésorbables, dont le calibre est 2 mm supérieur à la greffe. Tunnel identique à la greffe et vis 2 fois supérieur à la greffe. Et quand j'ai des demi-tailles, si par exemple j'ai un 7,5, je considère que c'est 8 et je mets 10. Pareil, je ne sais pas si tu as le bruit. Tu l'as ou bien non? Oui, on entend très bien. Bon, voilà quoi. C'est exactement le bruit d'une cheville qui plie sous la pression de la vis. Ma tension, elle est simple, la rotation, elle est libre, d'accord? Et je suis comme dans le test de Lachman. Je vais avoir la même chose que j'ai là en tenue que ce que j'ai en consultation quand je l'examine. Voilà. Comme disait Alain, il ne faut pas que ça déborde. Voilà, c'est à peu près 30, 35 max. Hein. C'est pas forcément 35 pour elle, c'est un peu grand. C'est rigolo. Alors j'aime bien vérifier à ce moment-là quand même. Juste une chose. Voilà. Ma greffe. Je vérifierai tout à l'heure le reste. Excuse-moi, voilà. Il y a des petits débris, ça je déteste ça, je vais les nettoyer tout à l'heure. Mais je le fais à la fin, tout à la fin. Ces tout petits débris ici, tiens. Voilà. Vous voyez ma greffe comme elle monte, ce qui m'intéresse, surtout si vous voulez, c'est d'avoir une bonne tension ici, c'est ça qui m'intéresse. Tiens, bah, je vais le faire tout de suite, donne-moi le petit... Voilà, ça j'aime pas parce que j'ai bien nettoyé la partie supérieure, même si il n'y a pas de conflit en extension, le moindre résidu qui va passer des mois et des mois dans le genou, ça peut créer, non pas forcément un vrai cyclope avec un nodule, mais au moins des petits conflits. Voilà, et ça pose aucun problème d'aller nettoyer, si vous voulez, juste au contact. Puis je trouve ça plus joli en fait. Parce que quand même... Voilà, ça pulvérise. Bon, c'est un peu de l'esthétique, mais pas tant que ça quand vous reprenez des cyclopes. Voilà, donc ça c'est la partie intra-articulaire. Et comme on le disait aujourd'hui, dans 30 à 50% des cas, on va nettoyer, on va utiliser un système extra-articulaire. Je te laisse retirer juste ça. Je vais m'asseoir. C'est le bon moment aussi, après la séance de sport, on s'assoit. Marqueur, s'il vous plaît. Donc sur le plan anatomique, en extra-articulaire, vous connaissez les fibres de Kaplan qui sont externes. On a la rotule qui est ici, le tendon rotulien qui est ici. Ici, on a la tête du péroné qui est ici, le tubercule de Gerdy qui est ici, et donc notre interligne, si vous voulez, elle fait ça. Le condyle est ici, l'interligne du plateau tibial est ici. Donc je recommence. Le principe étant qu'on est en bord externe, bord interne, on est sur un genou droit. Le haut, le bas, latéral, interne, proximal, distal. Ici, c'est la tête du péroné que j'ai dessinée ici. Ça, c'est l'interligne articulaire, le tubercule de Gerdy, et la courbure du condyle latéral. Pour examiner le ligament latéral externe, soit vous faites ce mouvement, soit c'est vous faites la position du cabot, et là, vous le sentez parfaitement bien. Vous voyez, je suis en arrière et je suis en avant. Ce ligament latéral externe va monter jusqu'au fémur sur ce point-là que je sens. En fait, c'est une petite bosse aussi sur le fémur. Vous allez avoir l'insertion du tendon poplité juste en dessous et en avant. Et derrière, le point isométrique dans lequel je vais réaliser la plastie. Le ligament antérolatéral dont on parle tous, c'est un ligament qui va partir d'ici et qui va partir exactement vers l'avant, dans ce trajet-là, sur le tubercule. Et vous allez comprendre que, comme par hasard, cette ténodèse latérale fait exactement ce ligament. Au niveau du tibia, on sait que sur le plan anatomique, le ligament antérolatéral peut s'insérer indifféremment, un peu plus antérieur, un peu plus postérieur. Au fémur, en revanche, et notamment si on va avoir un bon contrôle rotatoire, le point isométrique est forcément nécessairement par rapport à l'épicondyle, en arrière et en bas. Et on va le voir à peu près dans quelques instants. C'est aussi l'abord qu'on utilise dans les Macintosh, Serge. Hein. Je pense que ça aussi c'est intéressant, le fait d'utiliser. Voilà, hein, dans le Mac on va avoir un abord comme celui-ci. Dans le Mac Eiffel, excuse-moi.
Donc là, je me mets simplement sur un repère horizontal. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y aura une vision suffisante, vous me dites, parce que c'est pas, je peux agrandir la borne s'il y a besoin. Déjà fait, mais vous me dites. Pince à disséquer, tu me donnes une autre. Là-haut, je les ai pas, ils sont là-haut, pas ça disséquer. Donc là, la graisse sous-cutanée. On va tomber sur le fascia superficialis qu'il faut prendre entre deux pinces et ouvrir tranquillement pour arriver sur le fascia. Après, il y a un décollement qui se fait naturellement lorsque vous avez attrapé le fascia superficialis. Voilà. Là, j'ai le fascia superficialis dans les doigts et apparaît très naturellement mon fascia lata, donc la grande bandelette fibreuse que vous connaissez. Alors, parfait, c'est bien. Alors, pour les besoins, donc, le bord postérieur, repère initial, le bord postérieur. Je vais aller voir par transparence le biceps. Ce biceps, juste au-dessus, il y a plein de petits vaisseaux. C'est mon repère. De quoi fermer, donc 4-5 mm au-dessus. En distal, on va aller jusqu'au tubercule de Gerdy, hein, tout simplement. C'est assez simple. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois rien parce que je ne mets pas de lumière, donc c'est assez obscur, mais tout va bien. Voilà, tubercule de Gerdy. Ici, ici. On va prendre 70 mm à partir d'une mèche. Merci. En pratique, vous voyez ma mèche, elles sont calibrées, hein, donc c'est le petit artifice. Le Gerdy, il est là, et je sais qu'il me faut 70 à peu près. C'est variable avec la taille. Mais je sais à peu près 70, donc ça veut dire que par rapport à mon repère cutané, je vais aller jusqu'ici. Une fois qu'on est ici, je me mets en distal. Comme je vous dis, mon repère inférieur, de manière à pouvoir fermer, et j'incise longitudinalement, tout simplement, jusqu'au Gerdy. Bord inférieur. La longueur, à peu près de 70, et l'épaisseur, aux alentours de 20 à 35, variable, ça dépend vraiment de ce qu'on veut. En pratique, on sait que en latéral, soit 6 mm suffisent largement pour avoir un bon contrôle rotatoire. Donc là, voilà, juste une seconde, voilà, parfait. Donc là, j'ai le bord supérieur, on va descendre tranquillement. Descends un petit peu, ouais, parfait. Entre les deux, tiens, juste, ouais, parfait. Allez, il descend avec moi. Voilà. Ok, parfait. Donc je le détache, on devine le corps charnu, hein, le corps musculaire, si vous voulez, sous-jacent. Et je dois terminer de le nettoyer correctement. Est-ce que Dis-moi. tu nous as parlé du ligament antérolatéral? Eh ouais, bonne question, tiens, je sais ce que tu vas me Il y dire. a 2-3 ans, on nous a abreuvé par Internet sur la découverte d'un nouveau ligament du genou. Est-ce Oui. que tu le vois régulièrement? Sur les 50 derniers, j'ai regardé, il y en a moins de 10 où j'ai pu voir quelque chose qui ressemblait à ça. Alors je pense que c'est pas moi enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il existe, et je pense que c'est moi qui le vois pas. Pourquoi? On va regarder un petit peu après. Je vais te dire ça un peu après. Je vais te dire après pourquoi. Sur le plan pratique, on va finir la greffe ici. Donc voilà, on est ici. Vous voyez que la greffe, elle est assez fine, ça ne me dérange pas du tout. On est chez un petit gabarit, je vous le rappelle. Il faut s'adapter à ses genoux. Hein. Il ne faut surtout pas faire du même calibre pour tout le monde. C'est pour ça que des demi-tailles, c'est très important, hein, pour vraiment s'adapter au mieux de chaque genou. Et on a la chance d'avoir des bonnes mèches. Pardon, excuse-moi. Demi-taille. On nettoie les choses. On va réaliser une petite préparation de manière à... Vous avez compris qu'on utilise des fils résorbables pour tracter nos greffons, hein, bien sûr, pour les mettre en tension. Et là, on fait un peu de couture, chacun sa technique. Hein. Moi, j'aime bien le saucissonnage. Ce qui est sympa, c'est que ça m'appelle les Makefel. Hein, et quand on a un Makefel à faire, tiens, moi, quand on a un Makefel à faire, et ben, ça fait simplement une greffe longue. Et surtout, ça permet d'avoir l'habitude d'aborder en externe. Hein. Ça c'est important parce que sur le plan technique, si on n'est pas habitué à aborder en externe, on a
une vision nouvelle au moment où on découvre les plans externes, etc. Et c'est vrai que d'un point de vue anatomique, l'aténodèse latérale nous permet, nous, d'avoir une vue assez intéressante. Sur le plan pratique, je mets qu'un fil dans ce cas-là, alors que quand vous avez compris sur le DDT, on met 2 fils pour tenir. Voilà. On tourne la greffe. Merci. Merci. Voilà. Alors vous avez compris aussi que la chirurgie, c'est aussi un sport d'équipe, hein. Vous avez vu les mains de Maryse, les mains d'Itia, qui nous permettent d'avoir des belles préparations de greffe, quand c'est pas nous qui le faisons. Là, par contre, c'était moi qui le faisais, mais de temps en temps, notamment sur les DDT, ça peut être elles qui font la préparation, et c'est fondamental dans la suite des événements. On fait quelque chose de propre. J'ai la chance d'avoir un joli calibreur ouvert, hein, qui me permet d'avoir, si vous voulez, la mesure. Donc voilà. Habituellement, on est du 5,5, 6. Là, voilà, on va être 6. Donc on va mettre 7 têtes de 8. Et on met des vis de 20 à 25, ça dépend un petit peu. Là, on va mettre une 25, c'est-à-dire celle qu'on a, ça tombe bien. En 7 têtes de 8. Voilà. Maintenant, on a fait ces parties-là. On va revenir sur le plan anatomique. Je pense que c'est ça le plus important. On est donc sur le fascial lata que j'ai ouvert, le corps charnu qui est ici. Voilà. Juste, on prend son temps parce que la greffe, c'est quasiment fini. Une pince à disséquer, voilà, parfait. Alors, ici, on a dit que le ligament latéral externe est ici. Précisément, tendu ici. Ça, alors, est-ce qu'on voit bien? Dis-moi. Non, du tout. Est-ce que tu peux me mettre un peu comme ça? Ouais. Tu vois quelque chose? Tu rigoles? Moi, je vois même pas sur l'écran. Ouais, c'est nul, hein, on voit rien, quoi. Non, mets-toi plus comme ça, là. Il faut ici, là. Bah ouais. Mets-toi comme à la place de Philippe. Mets-toi à la place de Philippe. Parce que le reste, ça n'a pas d'intérêt. Et on voit rien, quoi. Non. Un peu plus bas, ouais. Tu vois? Ok, merci Serge. Merci. Ligament latéral externe. D'accord? C'est ça. C'est cette zone ici. Juste en arrière, ici, il y a des tout petits vaisseaux. D'accord? On va les disséquer très tranquillement. Ouais, il y a les 3 petits vaisseaux de Marcel Lemaire. Exactement. Ici, habituellement, ce n'est pas systématique, on voit des petits vaisseaux qui viennent parcourir ici. Les petits vaisseaux de Lemaire, qui sont horizontaux. Juste en avant ici, vous aurez le tendon poplité. Et nous, on va se mettre non pas sur les l'épicondyles, juste un peu en arrière. Et ceux qui font du ligament antérolatéral ont tendance à se mettre très antérieur et pas avoir des points isométriques. Il faut vraiment se mettre en arrière. Donc, mon repère, il est au doigt. Si j'ai un doute, je refais le système en position de cabot, d'accord, ligament, et je me mets en arrière. Et au doigt, en fait, tout simplement, je me glisse sur la partie postérieure. Ok, mèche, enfin broche, pardon. Mon orientation, c'est vous qui voyez. La fixation corticale permet d'avoir de la liberté. Quand on a des cross-pins, par contre, ça tape dedans. Là, je peux être un peu plus vertical, j'ai un peu plus de choix, mais moi, je me mets comme ça, très antérieur, et je sors entre mes deux doigts, juste sous le bord latéral interne de la trochlée. On a calibré à combien, on a dit? Parfait, donc on va mécher du même calibre. Pas de raison de faire plus, hein, c'est des greffes qui passent bien. Ça va, c'est pas trop rapide, pas trop lent, ça vous... Quelqu'un... Ça te va? Parce qu'on prend son temps, je pense que c'est intéressant. Sur le plan pratique, pareil, on va mécher sur une longueur déterminée, qui va être, mois pour mois, à peu près correspondant à la greffe, hein, vous voyez. Il faut être au moins à 40. Voilà, là je suis tranquille. Frottille souvent, reste, je vais nettoyer l'orifice. Ça frottille souvent à l'entrée, et je nettoie également à cet endroit-là, de manière tranquille, au moment où je vais monter la greffe, que ça ne bloque pas, etc. Ça, c'est un travail en distal autour de la broche, pour que quand vous allez tirer dessus, ça ne bloque pas. Parfait, pince à disséquer, ok.
Voilà, est-ce que Serge, toi, tu as des petites variables par rapport à ça ou qu'est-ce que ça te semble? Tu sais comme moi qu'on aime bien ces greffes-là, hein, même beaucoup. De toute façon, en partie, c'est quand même toi qui me l'as montré, donc... Le point technique, là, à Ouais. l'instant, Dis-moi. dans la technique de Lemaire originelle, Marteau. je te rappelle Ouais, dis-moi. que l'allée de la plastie passe sous le LLE. Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que nous, comme Eh tu ben, me dis... en comme tu faisant me dis- comme ça, en faisant comme tu fais, Ouais, dis-moi. tu passes pas sous le LLE, donc tu Ah, donnes tu donnes à ta ténodaise un trajet un petit peu plus vertical. C'est ce qui se rapproche Et aussi. en te mettant un trajet plus vertical, tu lui fais perdre, en n'ayant pas un trajet strictement horizontal, tu lui fais perdre une partie de son efficacité anti-ressaut. Oui, mais à l'inverse, en étant un peu plus vertical, tu te Donc, rapproches de faire un- cette description hypothétique du ligament antérolatéral qu'on vient de faire il y a Alors, 3 ans. si tu non, veux là... non, non, je suis pas. Si Je suis tu pas veux- du tout d'accord. La description. Juste elle pendant dit une que le ligament seconde, antérolatéral, j'en profite pour avancer. Ma plastie, elle est ici, elle est là, et elle est tendue, vous voyez, elle va s'insérer. Donc elle est tendue sur le pédicule de sur le GRD qui est là, ici. Voilà. Maintenant, j'ai juste à fixer, on a fait un tunnel comme d'habitude. On se met une petite broche. On met une vis par-dessus. Plus important, l'extension. Alors, une seconde. Je vais vous montrer un petit truc. Voilà, l'extension. Le plus intéressant, je pense, c'est quand même de prendre son temps pour une chose. L'isométrie ou pas. Et ça, c'est quand même important. Entre 0 et 60, c'est ce qu'on veut, que ce soit tendu entre 0 et 60. Après, on s'en fiche en flexion. Ce qu'on veut vraiment, La c'est position verrouiller de la l'extension. rotation. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on met en rotation externe ou en rotation interne? La question, c'est si je fixe entre 0 et 60, est-ce que je fixe en rotation externe ou est-ce que je fixe en rotation interne? Ben, la réponse, c'est que si vous vous mettez en extension, les condyles sont verrouillés et vous êtes en rotation comme il faut. Si vous voulez forcer un petit peu, bah, vous mettez en rotation externe avec légère flexion. Ce que je fais, c'est que j'ai Le tiré... problème de la fixation en rotation externe, en discutant avec Patrick, ne se justifie que si on a reconstruit tendu, fixé le croisé antérieur. Sinon, effectivement, ensuite, on risque de fixer le plateau tibial en rotation externe sous le fémur, ce qui n'est pas très bon. T'es en Donc tension, c'est hein, tiens. toujours aujourd'hui le point de discussion sur dans quelle position on Extension, fixe. Marie. Donc moi, j'ai réglé le problème. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Ce qui est important, c'est qu'elle soit tendue près de l'extension, Parce que c'est comme ça. dans la position du ressort. Voilà. Et là, moi, je me mets en position... Je mets en position neutre d'extension, tout bêtement. Là, je sais que je suis verrouillé comme il faut. Parce que le problème, c'est que si vous mettez trop de différence entre la plastie intra-articulaire qui est en rotation neutre ou externe et celle que vous venez de faire, bah, vous détendez l'une ou l'autre. Alors, il y a un effet qu'on dit protecteur, puisque le Lemaire, c'est ce qu'on dit sur le Lemaire, c'est que c'est un effet protecteur, si vous voulez. Mais moi, mon avis, c'est qu'il faut rester anatomique, proche de l'extension. C'est le postérolatéral, ou en tout cas tout ce qui est externe qui contrôle la rotation. Et en intra-articulaire, c'est plutôt ce qui est antéro-médial, au niveau du ligament croisé antérieur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous avez la tension qui est ici. Hein, j'aime bien sentir au doigt cette tension. Et elle est forte et maximale entre 0 et 60. Vous avez donc au total 2 plasties. Une plastie intra-articulaire à partir des ischios ici, sur ce petit abord. L'arthroscopie, le petit abord externe, qui correspond pour moi à l'incision correspondant à ici. Et bien sûr, on a vu en intra-articulaire la lésion du ménisque. Voilà pour la partie, je dirais, ténodèse latérale, sur lequel j'insiste aujourd'hui, prend une place très importante dans nos manières d'aborder la reconstruction du ligament croisé. Est-ce que tu as des éléments, Serge, que je pourrais éventuellement ajouter? Dis-moi. Non, 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 un grand bravo. Et puis surtout, est-ce qu'il y a la question dans la salle? Alors sur le plan, je dirais, de l'anatomie, la position dans laquelle tu as mis ton genou est tout à fait intéressante, car sur un genou de profil strict, Ouais. on se rend compte que l'orientation du ligament croisé antérieur intra-articulaire
c'est-à-dire l'orientation de ta ténodèse au fascia lata, sont strictement parallèles. C'est-à-dire que l'orifice fémoral de la ténodèse latérale correspond à la surface d'insertion fémorale du ligament croisé antérieur. Ouais. Le GR10 se superpose à la surface d'insertion du ligament croisé antérieur au niveau tibial. Tu as tout à fait Donc, raison. il faut Hein. absolument respecter ces règles. On a un condyle latéral donc, qui est là-bas derrière. En intra-articulaire, on a un faisceau ici et en extra-articulaire. C'est un peu le principe de la porte. Hein. Plus vous éloignez des gonds de la porte, plus vous contrôlez bien la rotation. Et plus à moindre force, vous arrivez à ouvrir ou fermer la porte. Une greffe ici en extra de 6 mm équivaut à des greffes intra de 8 à 9 mm sur le plan biomécanique. Ça, c'est très important. En revanche, si on se disait, comme dans le Makefel, où on prend toute la greffe, on la met dehors et à l'intérieur, nous, on considère que c'est insuffisant parce qu'en intra-articulaire, il n'y a que 6 mm. C'est parfaitement insuffisant. Toutes les études biomécaniques le montrent. Donc, l'intérêt d'ajouter les deux, c'est d'avoir le compromis en intra des greffes de qualité correcte, comme le DIDT avec au moins 4 brins le permet, et en extra-articulaire. Et puis je vous disais les indications tout à l'heure qui sont aujourd'hui assez importantes et de plus en plus à être élargies. Sur le plan pratique, ça n'empêche pas qu'on fait ça en ambulatoire. Le patient a les mêmes suites de ligamentoplastique d'habitude, le même protocole de rééducation, rien n'est changé. Et lorsque l'on compare sur les bilans à 6 mois, que ce soit proprioceptif ou pliométrique ou isocinétique, la qualité, la récupération, on a tendance à dire aujourd'hui, je vous le démontrerai un jour, que on pense qu'il y a une différence entre une plastie intra et une plastie intra-extra. Et ça fait partie des travaux qu'on est en train de faire pour vous éventuellement le prouver. Mais subjectivement, on est certain qu'on a l'impression qu'on contrôle vraiment beaucoup mieux la rotation, que le patient se sent plus stable et récupère bien. Voilà. En post-opératoire, le patient sort tout à l'heure. Elle est en attelle articulée 0,20 ce soir et 0,80 demain. L'attelle articulée pour les déplacements. Elle a l'appui complet immédiat, bien entendu. Aucun travail en chaîne cinétique ouverte jusqu'à 5 mois inclus. Parce que vous savez qu'un ligament, c'est entre 6 et 24 mois qui va se ligamentiser. Et sur le plan rééducation, on fait un test bilan vers 4-5 mois. Et à 6 mois, à peu près, on va envisager les reprises compte tenu du fait que le ligament devient solide. On leur dit que pour la reprise du sport, ça dépend parfaitement de leur niveau d'athlétisation. Un patient qui s'entraîne une fois par semaine, il va reprendre à 12 mois. Un patient qui s'entraîne jamais ne reprendra peut-être pas, de toute façon. Et les patients qui s'entraînent 2-3 fois par semaine, ils reprennent vers 9 mois. Et celui qui est professionnel, qui s'entraîne 3 fois par jour, évidemment, à 6 mois, il sera bon sur le plan athlétique. La reprise du sport dépend du genou, de la lésion, il dépend de la technique utilisée et il dépend, bien entendu, de la réathlétisation qui va être proposée en post-opératoire. Ça, c'est fondamental de bien le comprendre. C'est que lorsque vous vous dites c'est pour tout le monde pareil, c'est 6-8 mois, c'est totalement faux. Entre un genou qui a une grande laxité et un genou qui n'a pas une grande laxité, un genou qui a un ménisque, un cartilage, et bien entendu quelqu'un qui s'entraîne tous les jours ou pas, et bien entendu la technique qui a été utilisée. Je suis bavard, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez voir? Donc vous avez vu nos équipes, hein, c'est important de bien noter, hein, c'est un travail d'équipe. Maryse, tu peux te dire coucou Maryse? Voilà, qui a fêté son anniversaire hier. Itiar, voilà, qui a fêté bientôt. Et Philippe, mais bon. Philippe. Ah là, merci Philippe.